Donc je vais essayer de tenir l'objectif difficile qui est d'ouvrir une journée avec un certain nombre d'apports théoriques sur le management en santé. Et beaucoup de choses ont été dites déjà et on va rebondir sur cette notion d'équilibre, sur ce trop ou sur ce manque. Donc crise du management en santé, déficit ou excès de management, c'est comme ça que m'a été présentée la thématique quand on s'est recontacté après la journée de la phare. Et on m'a dit, si vous voulez changer le titre, vous pouvez. Et puis essayez de voir ce que vous pouvez faire. Donc ça m'a pris quelques temps quand même de savoir comment j'allais aborder cette thématique. Et puis finalement, j'ai gardé le même titre que celui qui m'avait été proposé. Je vous propose de revenir sur l'argumentaire de la journée, sur certains points qui sont mis en avant. Apparemment, il y a une prise de conscience qu'il y a de nouvelles méthodes managériales qui sont plutôt négative comme approche, puisqu'il y a un traitement qui serait vu comme entrepreneurial, et entrepreneurial poussé jusqu'à l'industriel, stigmatisant, trop administratif, et puis marqué du sceau de la tyrannie des procédures. Alors quand j'ai lu cette partie-là, je me suis dit, moi je suis maître de conférence en sciences de gestion, je parle de management toute la journée, j'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir envie d'en parler beaucoup. Après, on nous parle de nouvelle gouvernance, et donc le recours à cette nouvelle gouvernance, donc j'ai pensé que c'était le New Public Management derrière tout ça, que ce n'était pas forcément très bon, qu'on ignorait un certain nombre de dimensions, les vacances de poste, et puis qu'il y avait aussi une émulation entre secteur privé et secteur public. Donc il y a plein de choses déjà dans cette première partie d'argumentaire. Et puis c'est pas fini, quand on continue, on a le fait que beaucoup d'approches managériales sont centrées sur le point de vue quantitatif, en termes d'effectifs, de valorisation d'objectifs financiers, que tout ça c'est le règne de la quantité déshumanisante, de la financiarisation de notre système de soins, et qu'on ne serait que des facteurs de production de soins, alors que le soignant est une ressource rare et singulière, et ça c'est quelque chose qui m'a tout particulièrement touchée, on y reviendra tout à l'heure. Donc, il va falloir qu'on parle de tout ça aujourd'hui. Et il va falloir que j'arrive à dresser un petit tableau des approches managériales qui permettent de voir si on est en santé sur de l'excès ou du déficit. Je n'ai pas précisé, donc je suis maître de conférence en sciences de gestion, mais je suis affectée au sein d'une UFR Santé à l'Université de Caen. L'UFR Santé de Caen, c'est une composante qui rassemble à la fois les formations médicales, donc pharmacie, médecin, sage-femme, et également les paramédicaux. Donc une composante qui est assez ouverte et puis qui accueille les formations en management, puisque je porte un master qui traite du management des activités de santé en partenariat avec le HESP. Donc, si on part sur crise du management en santé, je pense que ça serait difficile de dire qu'il n'y a pas de crise du management en santé. Il y a un contexte historique qui est quand même assez clair. Les transformations profondes des dernières décennies sont souvent motivées par des politiques de rationalisation, puis on entend beaucoup là en ce moment qu'il va falloir trouver des sous. Et si on pouvait le trouver dans le système de santé, ça serait bien, parce que ça coûte cher. Donc il faut rationaliser, il faut optimiser. Le but, c'est la performance économique. Et puis on met l'accent sur l'efficacité. Donc on adopte des méthodes du privé pour réduire les coûts. Et là, on est tenté par le New Management Public. Le tout sur l'idée qu'il faudrait quand même créer des pôles d'excellence. Et ces pôles d'excellence, ça a un coût. Donc tout ça entraîne une bureaucratisation croissante, une pression sur le personnel et une focalisation sur les indicateurs de performance. Vous en avez parlé, il y a la crise Covid, donc là on a juste exacerbé tous les problèmes et tous ceux qu'on essayait de passer sous le tapis sont ressurgis d'un coup. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'avant d'être maître de conférence en sciences de gestion, j'étais sage-femme. Alors, je crois qu'on le reste un petit peu toute sa vie, je suis toujours inscrite à l'ordre. Et donc j'ai vécu les blocs obstétricaux remplis, et puis l'impossibilité d'accoucher les femmes dans une salle de naissance, mais plutôt dans le sas des urgences, parce qu'il n'y avait plus de place. Donc je perçois tout à fait le problème du management en santé, et c'est peut-être pas un hasard si je suis arrivée en management. Donc pendant la Covid, en fait, on s'est rendu compte que les soignants, pour s'en sortir, ils ont dû contourner un certain nombre de structures bureaucratiques pour gagner en efficacité.
Et donc peut-être qu'il y aurait eu enfin une prise de conscience qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait repenser le système. Donc c'est un rapport de l'OMS qui décrit cette nécessité de repenser le système parce que les structures bureaucratiques ont été contournées pendant le Covid. Il y a eu des réformes récentes, nombreuses, où on nous a encouragés à être plus flexibles dans le management hospitalier. On a encouragé à la décentralisation, il y a eu plus d'autonomie pour les établissements. Donc, le dernier exemple, ça serait Ma Santé 2022 et puis la coordination des acteurs pour améliorer l'accès aux soins. Et les dispositifs qui mettent davantage de pression aux soignants pour qu'ils puissent mieux s'organiser, ben finalement, ça va aussi dans l'excès de management. Et puis pour clore un petit peu ce panorama de la crise du management en santé, on a un appel général à l'humanisation des pratiques managériales parce que les managers, ils sont avant tout méchants. Ils veulent qu'on fasse mieux. Donc le management de la santé, il a évolué au fil des décennies pour passer d'une approche quasi inexistante. Quand j'exerçais encore comme sage-femme, le terme surveillante de service, ça existait encore, ça se disait encore un petit peu. Et puis maintenant, on est plutôt sur une gestion rigoureuse, souvent centralisée, souvent sous influence du nouveau management public. Donc la pandémie, les réformes du système de santé, la pression pour concilier l'efficacité économique et la qualité des soins font qu'on voit bien qu'il faut parler de critique du management en santé. Et quand on fait cette approche critique du management en santé, on se rend compte que finalement, excès ou déficit, c'est plutôt les deux faces d'une même médaille. Deux faces d'une même médaille parce qu'on a soit un besoin de structuration et d'une meilleure gouvernance, soit une bureaucratisation excessive qui va étouffer la mission première des soignants. Est-ce que ça vous va jusque-là? Si on part sur le côté déficit de management, donc ceux qui tiennent ce discours-là vont avoir l'argument que le secteur de la santé a historiquement souffert d'un sous-investissement en management. Ce qui dit sous-investissement en management dit mauvaise coordination des soins, inefficacité, voire mauvaise utilisation des ressources. Et donc, un échec aussi dans la gestion de crise. Donc là, on y met le Covid. Donc, il faut absolument améliorer la gouvernance. Et donc, pour améliorer cette gouvernance, l'idéal, c'est de mieux former les cadres de santé, d'avoir une meilleure planification stratégique et puis une plus grande intégration des technologies de l'information pour la prise de décision. Donc ça, c'est le côté déficit. Je fais assez rapidement. On passe sur le côté excès. Donc, si on est en excès, on a une bureaucratisation excessive. Donc l'argument, c'est que les soignants, ils sont submergés par des tâches administratives, qui doivent suivre des procédures qui sont rigides au détriment des patients, et donc finalement de la vraie qualité des soins. Ce qui fait que excès de management égale déshumanisation des soins, par une introduction de logique de performance, de rentabilité, de contrôle. Tout ça, ça déshumanise, et puis ces indicateurs de performance vont prendre le pas sur les besoins individuels, autant des patients que des professionnels de santé, et donc on a un environnement de travail qui est plus qu'aliénant. On ne parle pas de qualité de vie au travail dans ces conditions-là. On augmente le nombre de burn-out, le turnover est de plus en plus rapide, et puis la capacité d'agir, l'autonomie des soignants dans l'exercice de leur art, on n'en parle plus, et donc là forcément c'est la catastrophe. Donc on appelle forcément à un équilibre. Et on dit il faut un management équilibré. Mais qu'est-ce que c'est un management équilibré ? Vous remarquerez que je vous ai mis quelques références et qu'à chaque fois, ces références, elles ne sont pas très récentes. Hein, donc, on en parle depuis un petit bout de temps de ces histoires de déficit ou d'excès de management. Donc, quand on recherche un équilibre, on va rechercher une bonne gouvernance et puis l'autonomie des professionnels de santé pour s'adapter aux besoins spécifiques locaux. Et donc, on en appelle à des modèles innovants. Alors, le management innovant, j'ai fait une petite revue de littérature pour venir vous voir. Et donc, il y a plein de choses qui sont faites depuis de très nombreuses années. Donc, je vous ai mis une colonne
pratiques managériales. Donc j'ai retrouvé l'holacratie, le leadership serviteur, la gestion par la bienveillance, la gestion par les valeurs. Donc ça a des avantages, il y a des concepts bien précis pour chacune de ces approches. C'est pas fini, il y en a plein d'autres. Il y a l'entreprise libérée, l'approche Lean Human Centered, et puis le management participatif. Donc là, on voit que dans tous ces modèles-là, je vous fais ça rapidement parce que sinon vous allez vous endormir. Donc les grands mots-clés de la littérature managériale, ça serait qu'il faut valoriser les agents, écouter les agents, des organisations plus flexibles et puis encourager à l'innovation et à la créativité. Bon, bah, j'espère que tous nos cadres ils sont à peu près conscients de ça et puis qu'ils valorisent leurs agents, qu'ils les écoutent et puis qu'ils fassent en sorte que ça soit de plus en plus innovant. Malgré tous ces modèles, il reste que même si on forme tous nos cadres, on n'y arrive pas. Alors on a essayé de trouver d'autres manières de penser la gouvernance. Donc il y a eu d'autres modèles de gouvernance plutôt que le New Public Management. Donc pareil, je vous ai fait une petite liste. L'administration publique nouvelle génération, le management par les valeurs, le management bienveillant, le leadership éthique, alors j'ai placé le mot exprès, le management participatif et démocratique, le management par la qualité totale, l'agilité managériale et le management par les capacités, en prenant les travaux que vous devez connaître d'Amartya Sen. Mais malheureusement, tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas forcément actionnable. Donc, moi, je vous propose une approche un petit peu alternative. Et si je reprends votre argumentaire que j'ai lu dans un premier temps plutôt négativement, il y a aussi des choses qui m'ont vraiment intéressée sur ce côté nouvelle gouvernance et sur ce côté aussi ressources rares et singulières. Et en fait, le management, les sciences de gestion, il faut savoir que c'est né de la rencontre entre les sciences politiques et l'économie. Et c'est une discipline assez récente, finalement. Et donc, je vous ai dit, j'étais sage-femme, j'ai travaillé sur la coordination des soins préhospitaliers, parce que j'en avais un petit peu ras-le-bol de voir les pompiers arriver dans le sas des urgences avec des bébés dans les bras, souvent l'alarme autour du front, et puis les parents qui étaient dans des situations assez désagréables. Donc, je me suis intéressée à cette thématique de la coordination en me disant, mais comment on pourrait faire ? Et en fait, j'ai pris le cadre d'analyse et développement institutionnel d'Elinor Ostrom, que vous connaissez peut-être, qui est une économiste qui a été prix Nobel d'économie, la première femme prix Nobel d'économie en 2009, et qui, avant d'être économiste, était dans les sciences politiques. Et en fait, elle a une conception de l'activité qui est dite polycentrique. Dans un système polycentrique, on a des ressources qui sont dites communes, et la ressource commune, le bien commun, c'est pas le slogan là qu'on voit un petit peu partout, c'est une alternative entre bien privé et bien public. Un bien public, tout le monde y a accès et il est illimité. Un bien privé, on n'y a accès que si on paie et puis il est assez limité. Le bien commun, lui, il est après tout assez accessible, mais si on va trop le chercher, il n'y en aura plus pour les autres. Donc ça demande une certaine forme de responsabilité vis-à-vis de cette ressource. Donc dans des systèmes polycentriques, on est d'accord sur cette ressource commune, on sait que si tout le monde y touche, à un moment donné, il n'y en aura plus. On se fixe des règles communes pour arriver à avoir une action qui corresponde à nos principes, à nos valeurs, dans des environnements qui sont potentiellement différents. Et donc dans sa conception polycentrique, elle a développé le cadre analyse et développement institutionnel. Vous voyez qu'au centre, il y a un petit rectangle, alors je ne peux pas montrer, mais, qui s'appelle la situation d'action, dans laquelle on va avoir un certain nombre d'interactions, la situation d'action. Et ces interactions, elles vont être influencées par une communauté de pratiques, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui vont avoir des règles un petit peu différentes parce qu'ils viennent de différentes institutions, de différentes organisations, qui elles-mêmes évoluent dans des environnements un petit peu différents. Et donc la conjugaison de toutes ces actions va faire que les interactions vont produire un résultat qui peut être différent de ce que chacun aurait fait lui-même tout seul dans son organisation. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser pour que ça soit intéressant dans le management en santé. Et effectivement, en l'appliquant sur le secours d'urgence préhospitalier, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, quand il se passe une urgence préhospitalière, eh bien, sur l'action,
il y a un certain nombre de personnes qui interagissent, et finalement, les interactions, elles sont liées à toutes les petites boules qui sont autour de l'espèce de losange. Les petites boules, ce sont les institutions, et les petits points qui sont sur les boules, ce sont les personnes qui agissent dans les institutions. Et en fait, quand on prend une situation d'action, on se rend compte que chaque personne qui vient de cette institution, elle interagit avec une autre institution. Et donc finalement, il y a une culture qui est colossale. Et si on ne prend pas en compte l'ensemble de ces relations, on est absolument incapable de déterminer comment la situation d'action va évoluer. C'est-à-dire qu'on va dire, bah là, il y a un écart à la procédure. Là, on a mis trop de temps à réagir. Là, ça ne s'est pas bien passé parce que je vais utiliser que le filtre de mon institution pour analyser la situation. Et donc, quand on prend cette logique polycentrique pour comprendre comment l'activité peut se faire, ben finalement, on peut faire plein de choses. Personnellement, je l'ai testé en santé au travail, parce qu'en santé au travail, effectivement, quand on étudie comment les femmes enceintes dans des milieux d'exercice à risque, donc type l'armée, la police, les pompiers, quand elles sont enceintes, on les met inaptes, et puis au revoir madame, vous reviendrez plus tard. Sauf que quand on prend le cas des sapeurs-pompiers, si elles sont volontaires, si on les a écartées de la caserne, elles ne reviendront pas. Parce qu'elles ont autre chose à faire, et puis on les a mises dehors, pourquoi elles reviendraient? Donc on perd des volontaires facilement, ce qui est un petit peu dommage. Et en fait, en travaillant sur cette thématique avec une approche polycentrique, on s'est rendu compte que maintenir une activité physique avec ces personnes au sein de la caserne, on arrivait à les garder quand même dans l'activité qui pouvait se faire. Je l'ai également testé dans le secteur des troubles du neurodéveloppement pour arriver à construire un système qui permettait de mettre d'accord à la fois les acteurs de l'éducation nationale, les acteurs du médico-social et du sanitaire, en construisant une plateforme d'appui territorial d'accès aux ressources transdisciplinaires. Je l'ai appliqué également pour proposer une réforme de la formation paramédicale dans le territoire normand, en faisant travailler 15 instituts qui sont répartis entre Cherbourg et l'Aigle, si vous connaissez un peu la Normandie, pour travailler sur un système qui permette de penser la formation avec l'université et pas à côté. Et puis j'ai aussi travaillé sur ce sujet avec l'article qui a fait que j'ai pu rencontrer Cyril, en travaillant sur les vulnérabilités, la rencontre de ces vulnérabilités entre les soignants et les soignants, qui fait que finalement le système y tient si on prend ce système de rencontre. Et si on l'oublie, ben alors on transforme les soignants comme des techniciens, et effectivement ils ne resteront pas. Donc finalement, ce cadre, on peut l'utiliser soit dans des projets uni-institutionnels pour essayer de composer avec la diversité des équipes, au sein d'un établissement. On peut le faire en interinstitutionnel pour prendre en compte la densité des relations interindividuelles et identifier des pools de ressources communes, des envies partagées. Et ça, on ne prend pas forcément le temps de le faire. Et puis dans le management au quotidien, pour identifier les activités qui ont du sens pour une équipe, pour définir des règles partagées, essayer de mieux s'approprier ces fameuses procédures, les revisiter, et puis articuler les niveaux d'action pour que les relations entre chaque soient plus fluides. Donc finalement, si moi je retiens 3 mots-clés pour le management, je dirais que ce serait se baser sur l'expérience, réhabiliter la confiance entre les différentes équipes, entre les différents agents, et mettre en place un véritable accompagnement par les pairs, pas justement sur le papier, travailler sur la collaboration en mettant en commun des pratiques, avec l'importance des rétextes interorganisationnels. S'il se passe des choses, si on fait des revues de morbimortalité, si on fait un certain nombre de retours d'expérience sur des situations complexes, et si on prend le temps de le faire en interorganisationnel, ce temps passé aux connaissances interindividuelles, il sera forcément porteur de sens. Et puis une écoute qui soit vraiment active. On parle d'éthique, on va peut-être conclure sur une écoute éthique. Voilà ce que je vous propose. Merci.